Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Comment manager à travers les valeurs. Comment les valeurs peuvent être incluses directement dans l'ADN, en fait, l'ADN même des entreprises. Et du coup, s'observer au niveau des comportements. Les valeurs, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, alors pourquoi cet épisode, c'est vrai qu'incarner des valeurs de l'entreprise, c'est le rêve de tout dirigeant, de tout manager, finalement. Et puis, les valeurs sont essentielles pour créer une culture, ça permet de créer une culture d'entreprise forte, une culture cohérente. Ça améliore effectivement quand c'est bien mis en place et quand le recrutement, quand vous allez voir, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte pour améliorer du coup l'engagement et la performance individuelle mais aussi collective. En gros, manager avec les valeurs, c'est un vaste sujet. Je vais vous partager une étude Gallup, en fait, qui indique que les entreprises avec une culture forte ont finalement un taux de rétention des salariés, des employés, de 33% plus élevé, c'est-à-dire plus d'un tiers plus élevé qu'une entreprise qui n'intègre pas cette dimension-là. C'est vous dire l'enjeu à la fois humain, mais aussi financier, mais aussi organisationnel, enfin sur tout un tas de sujets. Voilà. Sans culture forte, les employés peuvent donc se sentir déconnectés, moins engagés, désengagés, ce qui entraîne en fait finalement une baisse nette de productivité, c'est certain, mais surtout une augmentation du turnover, du temps de formation, et ça peut entraîner même une démotivation à la fois, oui, des ressources humaines, mais aussi de la ligne managériale. C'est catastrophique. Donc je ne dis pas que les valeurs aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nouveau, ça fait des décennies qu'on en parle, mais j'avais à cœur de ramener un petit peu peut-être de modernité dans cette notion-là. Vous retrouverez, en fait, si vous tapez sur YouTube, comment manager avec ses valeurs, ou qu'est-ce qu'une valeur, ou tout ce qui est autour des valeurs, des sujets très intéressants, passionnants, et en même temps, j'ai à cœur ici de vous partager des choses pratico-pratiques, donc c'est vraiment mon intention. D'autant plus qu'avec en fait les nouvelles générations, le changement de paradigme qu'on vit, alors on est encore une fois en 2025 là, mais ça fait déjà, j'ai envie de dire 10-15 ans que le changement de mentalité s'opère, et alors sans vouloir stigmatiser encore une fois, mais un espèce de fossé qui se creuse de plus en plus sur le marché, le monde du travail. On sait aujourd'hui qu'en 2030, par exemple, un quart de la population active aura 55 ans et plus, quoi. Donc c'est un enjeu majeur, d'autant plus que, oui, il y aura beaucoup de seniors, mais il y aura aussi de moins en moins de jeunes, puisque, en fait, l'attrait pour le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui n'est plus ce qu'il est. Il faut se dire les choses, les jeunes se créent des carrières sur mesure, là où avant elles étaient toutes tracées. Qui a tort, qui a raison, c'est pas un jugement moral qu'il faut porter là-dessus, c'est simplement un état de fait et comment on s'adapte autour de ça. Donc dans cet épisode, on va explorer pourquoi il est crucial d'identifier, de déterminer et surtout d'incarner les valeurs d'une entreprise, comment le faire efficacement et comment ça peut transformer la culture et la performance d'une équipe, mais surtout à la fin de cet épisode, je vous parlerai aussi de la façon dont j'ai vécu, par exemple, le système de valeurs chez Amazon et le lien avec la façon dont ça a été pensé, d'accord, et la façon dont ça a été et s'est incarné auprès de chaque collaborateur. Vous aurez donc des outils concrets pour incarner les valeurs d'une entreprise, les déterminer, les identifier, les faire vivre et améliorer du coup la cohésion
et la performance de vos équipes. Alors on y va tout de suite pour le premier point de cet épisode. Selon une étude de Deloitte cette fois-ci, les entreprises avec une culture forte, je vous ai parlé de Gallup plus haut, mais si je vous donne plus de stats, sont 1,5 fois plus susceptibles d'avoir une croissance supérieure à la moyenne. Donc quand je vous parlais d'enjeux financiers, en termes de croissance, c'est un levier de performance financière également. Une culture forte donne du sens au travail à accomplir au quotidien et aide à aligner les efforts de chacun sur un plan individuel vers un objectif commun. Vous l'aurez compris, la ligne managériale est absolument stratégique à ce moment-là. Imaginez, si je vous donne une métaphore, imaginez que vous êtes un phare. Incarner les valeurs de l'entreprise, c'est comme guider les navires, d'accord, en tant que phare, vers la sécurité, le succès, vers quelque chose de sécurisant et dans lequel on se sente bien. Sans ce phare, les navires risquent quoi ? De s'égarer, voire de s'échouer. Donc si on voit les valeurs traduites dans le cadre des relations dans l'entreprise, ça va permettre de naviguer en sécurité vers un objectif, vers du succès, vers de la satisfaction, mais aussi naviguer à travers ce qui est admis, permis, et naviguer à travers ce qui ne l'est pas, en fait. Et c'est pas un gros mot que de dire ça, parce que, de par les conventions, de par le règlement intérieur, il est déjà acté, de par les règles de sécurité, de qualité, tout est déjà acté au travers de ce qui est faisable et pas faisable. Encore faut-il du coup être très au clair sur, avant de parler des valeurs de l'entreprise, sur vos propres valeurs. Et c'est là que ça se joue. Donc il est important de savoir définir aujourd'hui ce qu'est une valeur. Les valeurs, il faut considérer que, si je donne une métaphore, que c'est un petit peu la colonne vertébrale de votre identité qui prend ses origines dans l'éducation, bien sûr, depuis que vous êtes enfant. Alors, il y a des valeurs qu'on vous a imposées, il y a des valeurs qu'on vous a inculquées. Et quand je parle d'éducation, c'est vraiment au sens large parce que ça peut être vos parents, mais si ce ne sont pas vos parents, c'est votre entourage dans tous les cas qui vous a influencé. N'oubliez pas que nous sommes des êtres conditionnés, c'est-à-dire que on n'avait pas conscience des choses, l'âge de raison, et donc l'hémisphère préfrontal en fait, qui démarre vers l'âge de raison, vers 7-8 ans, ne se met pas en route avant cet âge-là. Ce qui veut dire qu'avant tout ça, vous êtes forcément influencé et donc à un moment donné conditionné par l'origine, dès l'origine en fait, l'environnement que vous avez autour de vous. Donc votre identité, elle démarre de là, de votre éducation. Mais ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, parce qu'après vous grandissez, vous permettez de critiquer, d'accord, de manière constructive votre environnement et donc les personnes aussi qui vous entourent. Autrement dit, vous vous faites votre propre avis. Ce qui veut dire qu'à l'âge adulte, bien évidemment que vos valeurs évoluent aussi en fonction de ce que vous vivez. Alors vous connaissez l'adage, avant d'avoir des enfants, on a des principes et après on fait ce qu'on peut. Et oui, parce que les valeurs bougent aussi, les choses changent en fonction de votre âge, votre expérience de vie. Mais attention au côté radical. Et oui, une valeur, ça vit, ça bouge, ça évolue. Sinon, on cherche à l'imposer à tous. Et ça devient dangereux. Et c'est un petit peu pareil en entreprise. C'est pour ça que c'est pas parce que vos valeurs ont été écrites sur le fronton de votre entreprise en 1988 qu'elles ne peuvent pas bouger ni évoluer. Et ça, c'est un petit peu le bas qui blesse aujourd'hui parce que ça vient remettre en question des fois des visions, des stratégies, une façon d'être et de faire. Oui, mais on peut pas changer. L'identité de la marque, c'est ça. Ok, mais finalement, une entreprise de nos jours, est-ce que c'est pas justement un organisme qui va devenir de plus en plus vivant, de moins en moins figé? C'est une vraie question que je pose. Donc voilà. Et donc, pourquoi il faut avoir peur de ce côté radical ? Parce qu'à un moment donné, quand on a des valeurs qui sont un peu trop figées,
on ne supporte plus la différence entre ce qu'on voudrait vivre, bien évidemment, et qu'on ne voit pas, qui ne nous correspond pas, et ce qu'on vit vraiment. On ne voit plus cette différence-là, ce qui veut dire que on a envie finalement de s'insurger. Alors certaines personnes ont des personnalités, je fais encore référence à l'épisode 11, gérer les personnalités, qui ont cet entrain, cet aspect un petit peu plus facilement d'aller au conflit, d'aller au clash en fait quand les choses ne leur correspondent pas. Mais tout ça, ça vient de quoi sur le côté radical? Ça vient de nos croyances. Il ne faut pas confondre valeur et croyance. Une valeur, encore une fois, c'est ce qui vient, de manière consciente ou pas, définir votre identité. C'est un petit peu la ligne directrice, le fil rouge que vous avez tout au long de votre vie, de manière consciente ou pas, qui guide vos actions. Il y a forcément des choses qui viennent de l'ordre de la moralité, le bien, le mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est juste, c'est injuste, d'accord ? Ce sont des valeurs morales. Mais des fois, il y a des notions autour de la bienveillance, du respect, des choses comme ça, des choses un petit peu plus moins moralisatrices, mais qui vont venir guider parce que c'est vraiment ce qui est important pour vous. Voilà. Alors que les croyances, c'est ce qu'on croit vrai à propos de quelque chose, et du coup, ça vient témoigner de la manière dont on pratique une valeur. Je donne un exemple concret. Alors que je donne tout le temps, mais je vais varier cette fois-ci. Par exemple, la valeur respect. Si je suis en réunion et que une personne arrive 25 minutes en retard sur une réunion d'1 heure, voilà, en gros, il a loupé presque la moitié. Cette personne arrive, s'installe, traverse la pièce, met les pieds sous la table, s'installe et puis finalement fait comme si de rien n'était, c'est-à-dire ne dit pas bonjour, ne s'excuse pas, s'installe et puis suit la réunion. Si ma valeur respect pour moi, dans la traduction que j'en ai, dans les croyances que j'ai par rapport à cette valeur-là, ce que je crois vrai à propos du respect, c'est que c'est la moindre des choses que d'arriver en retard, de se justifier, de s'excuser, de demander la permission, de savoir si je peux m'installer ou pas, finalement. Ou si finalement on en reparle après. D'accord ? Alors que pour la personne qui a peut-être et on en parlera tout à l'heure dans la hiérarchie de ces valeurs, le respect très très en hauteur, en numéro 1 aussi, peut-être que dans sa traduction, ce qu'elle croit vrai à propos du respect, c'est que c'est la moindre des choses de se faxer en toute discrétion dans la pièce, et puis de ne rien dire pour ne pas déranger la personne qui en fait est en train d'animer cette réunion. Vous voyez bien ici qu'on a tous les deux la valeur respect en numéro 1, et pour autant on ne la traduit pas de la même manière, ce qui va générer quoi ? Forcément de la réaction. Donc en fait, je fais le lien avec 2 épisodes plus haut, je vous parlais de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. La traduction émotionnelle de ce que peut générer en fait une valeur, la façon dont elle peut être blessée, heurtée, froissée, malmenée, c'est vraiment ça que ça va générer. C'est-à-dire que quand on est bien dans ses baskets, quand les valeurs sont respectées, quand tout se passe bien, en règle générale, on ne se pose pas trop de questions et on est plutôt heureux. D'accord ? Alors que quand nos valeurs sont malmenées, c'est là que la réaction, voire l'hyper-réaction épidermique viscérale s'installe, en fait. Je donne un autre exemple concret autour de la bienveillance. C'est quoi prendre soin de quelqu'un ? Eh bien, pour une personne, ça va peut-être être dans la traduction de la croyance. C'est quoi la bienveillance ? C'est apprécier la personne pour ce qu'elle est, c'est l'écouter, c'est de prendre du temps avec elle, en fait, de qualité. Alors que pour une autre personne, faire preuve de bienveillance et prendre soin d'elle, ça va surtout, par exemple dans le couple, la sécuriser sur un plan matériel. Et donc, si je veux être bienveillant, la moindre des choses, c'est de prendre soin de la personne que j'aime avec bienveillance et donc de tout faire pour lui apporter du matériel, c'est-à-dire une maison, une belle voiture, des beaux meubles, des choses comme ça qui vont lui permettre de la sécuriser sur un plan purement matériel, alors que c'est peut-être pas du tout comme ça que la personne le traduit en face. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas mélanger la croyance et la valeur. Autre chose, c'est que 2 personnes dans un même lieu, dans une entreprise, ne vont du coup pas voir les choses sous le même angle, ni même concrètement les mêmes choses. Si par exemple, ma valeur famille, c'est ma valeur numéro 1,
Je vais regarder quoi en entreprise? Eh bien, je vais regarder les horaires pour être sûr de savoir si je peux aller chercher mon enfant chez Nounou et si je peux l'amener à l'école. Je vais regarder s'il y a un bon CE, par exemple, pour partir en vacances avec les enfants. Je vais regarder ces avantages-là. Par contre, si j'ai la valeur travail, carrière en numéro 1, je vais plutôt voir est-ce que j'ai un téléphone qui m'est donné par l'entreprise? Est-ce que j'ai un ordinateur performant? Est-ce que je vais peut-être avoir besoin d'une voiture de fonction, un bon salaire, de la reconnaissance pour pouvoir gravir les échelons? Et du coup, je ne vais pas regarder l'entreprise sous le même prisme. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants qui s'arrachent les cheveux autour de bah ouais, mais en fait, je peux pas plier mon entreprise en 14 et satisfaire tout le monde. Il y en a toujours qui sont pas contents et du coup, ça me rend dingue. Bah ouais, en fait, on ne peut pas satisfaire tout le monde. D'où l'importance, et on le verra en fait tout à l'heure, d'aligner, dans le point numéro 2, d'aligner tous les services support de votre entreprise justement autour des valeurs. La dimension, par exemple, du recrutement, de l'évaluation, des ressources humaines est absolument fondamentale et prennent leurs racines dans les valeurs de l'entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure, petits, on nous les impose, mais elles peuvent aussi vous bloquer. Tout ça, il faut savoir que ça joue également sur l'estime de soi. Alors du coup, comment on fait? Parce qu'il y en a plus de 250 des valeurs. Comment on fait et ça sert à quoi? En 1, il faut d'abord les choisir. En 2, on va aller les hiérarchiser. Et en 3, on va aller les challenger. Alors pourquoi les challenger? Parce que votre cerveau, les neurosciences le démontrent aujourd'hui, vous raconte des histoires. Régulièrement en entreprise, je mène des exercices autour de la définition des valeurs et comment les challenger. Et en fait, je m'aperçois que, je vous donne en fait l'astuce, quand on sélectionne, par exemple avec un jeu de valeurs sur une liste papier ou quand on va les chercher dans le téléphone, eh bien quand on sélectionne les valeurs, on les sélectionne au niveau cérébral, c'est-à-dire on réfléchit, on imagine, on pense. Et donc on se dit, est-ce que cette valeur-là, elle me correspond ou pas? Et vous la sélectionnez, vous voyez, vous faites votre petite liste à vous de courses. Quand je viens les challenger, c'est-à-dire quand je viens les opposer les unes aux autres et quand je viens demander à la personne de se positionner par rapport à sa hiérarchie, eh bien, je vous assure que dans 99% des cas, la hiérarchie initialement pensée, imaginée, réfléchie n'est jamais la même. N'est jamais la même, pourquoi? Eh bien parce qu'on a tout un tas de biais cognitifs qui font qu'on pense se connaître, on imagine se connaître, mais fondamentalement, en fait, on se trompe parce que notre cerveau fait des raccourcis et que commencer à remettre en question tous les repères qu'on imagine être importants, c'est trop inconfortable. C'est pour ça qu'à travers cet exercice-là, ça nous permet, en fait, en challengeant, en fait, véritablement les valeurs que vous avez, la hiérarchie des valeurs, pas attention, je me reprends, il ne s'agit pas de remettre en question le choix que vous avez fait des valeurs, mais de la hiérarchie, en fait, on remet en question la hiérarchie. Pourquoi c'est important de vraiment challenger cette hiérarchie? Parce que c'est ce qui va expliquer vos réactions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les valeurs, c'est la raison qui fait, en number one, que vous n'allez pas gérer vos émotions. Parce qu'il y a quelque chose de tellement inacceptable, intolérable, qui se passe devant vous, qu'en fait, vous ne pouvez pas, c'est viscéral, les valeurs, vous ne pouvez pas ne pas rentrer en réaction. Donc quand vous les avez bien sélectionnées et quand vous observez avec honnêteté vos réactions dans n'importe quelle situation que ce soit, parce que vos valeurs vous suivent à la maison comme au travail, eh bien regardez vraiment ce qui est vraiment important pour vous et ce qui vous met vraiment en réaction. Donc c'est ça qui prime. Voilà, ce que je voulais apporter dans ce premier point, c'est de vraiment être déjà très très au clair sur les valeurs personnelles individuelles pour ensuite en fait faire correspondre les valeurs de l'entreprise. Parce qu'en entreprise, ça sert à quoi? Ça sert finalement à définir ce que j'attends de l'autre, ce que j'attends de toi. Ça va permettre en termes de recrutement d'avoir la guideline, le fil rouge, vraiment l'ADN de ce qu'on attend des collaborateurs de l'entreprise. Pareil en termes de management. Ça va définir aussi, en termes de recadrage, la façon dont on va s'y prendre.
au niveau des process, la façon dont on va accompagner les collaborateurs, mais aussi du coup dans la formation, etc. Et vous voyez qu'en fait, on peut faire le tour d'absolument tous les services de l'entreprise. Les valeurs, voilà, c'est vraiment les racines du mode de fonctionnement d'une entreprise. Ça va aussi me permettre de mettre, je parlais de recadrage, mais du coup, de définir le cadre et les limites à ne pas franchir, de quoi on a besoin finalement. Et donc, pour faire le lien avec le point numéro 2, ce serait de vous donner une équation qu'on donne souvent en communication qui est 1 plus 1 égale 3. Et oui, en communication, 1 plus 1 font 3 et non pas 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a moi, il y a mon mode de fonctionnement, qui je suis, ce dont j'ai besoin, mes valeurs, etc. Il y a toi, avec ce même mode de fonctionnement. Et ça ne fait que 2 personnes. 1 plus 1 égale 2. Mais il y a quelque chose dont l'entreprise aujourd'hui doit vraiment se saisir à bras-le-corps, vraiment, c'est la notion de relationnel. Et dans la notion de relation, c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute au 1 plus 1. C'est la relation dont on va prendre soin, toi comme moi, pour mener où, en fait? À quoi ça va servir? Pourquoi est-ce qu'on est amené? C'est ça, hein. Vos collègues, ce sont peut-être des personnes que vous n'auriez jamais côtoyées en dehors de votre entreprise, en fait, vers lesquelles vous ne seriez peut-être jamais dirigé, finalement. Eh bien, à quoi bon, en fait? À quoi va servir le fait de prendre soin de la relation dans l'entreprise? À quoi est-ce que je veux que la relation ressemble? Eh bien, c'est comment on prend soin de cet aspect qui nous dépasse, hein, qui est le lien entre toi et moi. La relation est un point à part entière. Ce qui mène du coup au deuxième point. Le deuxième point, pour incarner les valeurs de l'entreprise, il est essentiel de communiquer clairement, d'accord, hein, sur finalement ce qu'on attend les uns des autres. Pourquoi pas de partager sa hiérarchie des valeurs, hein, tiens, c'est pas des discussions, vous savez, devant la machine à café qu'on dit « Tiens, bonjour, t'as passé un bon week-end ? Tiens, tu pourrais me donner ta hiérarchie des valeurs, s'il te plaît ?» Enfin, voilà, c'est pas des conversations naturelles qu'on peut avoir. Mais en tout cas, ce qui va faire en sorte que vous allez être congruent, cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites, hein, eh bien, c'est ce que vous allez démontrer au quotidien. Si finalement, je dis que ma valeur famille est en numéro 1, mais que je démonte absolument tous les collègues pour prendre le dessus en réunion, pour avoir le dernier mot, pour prendre la parole, etc., si je fais des heures sup à foison, etc., bon, on peut peut-être remettre en question le fait que la valeur numéro 1 soit bien la valeur famille, quelqu'un qui ne passe pas de temps avec ses enfants, qui est tout le temps au travail, etc. Bon, voilà. Même si on ne dit pas que c'est pas important, mais dans la hiérarchie, c'est peut-être pas dans les 3 premières, quoi, par exemple, hein. Voilà. Eh bien, montrer l'exemple dans ses actions et dans ses prises de décision, c'est aussi impliquer l'équipe, hein, dans la promotion des valeurs. Je vais vous partager une étude de Harvard Business Review qui dit que les managers qui incarnent les valeurs de l'entreprise, en fait, voient une amélioration dans l'engagement des collaborateurs, des employés, de 25%. C'est énorme, hein. 25% plus engagés, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont alignées avec vous, qui sont constructives, qui vont dans votre sens, qui ne discutent pas ou peu les décisions ou sinon de manière très constructive, etc. Et qui font, en fait, et qui avancent. Et qui font des choix et qui prennent des décisions, même en votre absence. C'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter. Donc incarner les valeurs de l'entreprise, si je dois donner une métaphore, c'est un petit peu comme planter un arbre. Hein, on parlait de racines tout à l'heure. Il faut forcément des racines solides, un tronc fort et des branches qui s'étendent pour créer un environnement sain, hein, et productif. Sans ces éléments, eh bien, l'arbre risque de ne pas pousser, hein, ou à la moindre tempête, des racines un peu fragiles, eh bien, l'arbre va tomber. Donc, plus je travaille sur ce socle-là, sur les coulisses, sur ce qui ne se voit peut-être pas, au mieux c'est penser, et donc ça fait le point avec le point 3 dont je vais vous parler avec Amazon tout à l'heure, plus c'est solide. Donc ce que je vais vous proposer ici, c'est par exemple d'organiser des ateliers pour discuter des valeurs de l'entreprise, les sélectionner, de faire ce premier choix, de parler des valeurs individuelles, pour ensuite, pourquoi pas, les mettre en commun, et de voir quelle traduction vous pourriez
avoir de ces valeurs-là dans les comportements observables, observés au quotidien. Qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui n'est pas admis, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. De travailler avec ces ateliers, alors on peut effectivement, vous avez la possibilité de me contacter si vous souhaitez que je mette ça en place chez vous dans vos entreprises. Ces ateliers, en fait, ce sont vraiment des ateliers dans lesquels il faut être extrêmement actif, dans une écoute particulièrement active pour venir challenger tout ce qui va être dit. Il ne s'agit pas de faire des jeux avec des cartes et puis en fait de passer un bon moment et puis de rigoler. Non, c'est un vrai atelier de travail pour permettre à chacun de comprendre comment il peut s'impliquer dans l'entreprise, comment il peut s'approprier les valeurs pour renforcer l'engagement et la motivation de chacun. Parce que vous le savez, nous ne sommes pas chez les bisounours forcément, et donc il y a des personnes qui s'entendent plutôt naturellement et d'autres un peu moins naturellement. Donc les valeurs ne prendront vie, je dirais, que lorsqu'elles seront traduites en comportements concrets. Ça, je vais répéter. Les valeurs ne prendront vie que lorsqu'elles seront traduites en comportements concrets. Ça nécessite pour moi 4 points essentiels. Le premier, un système de reconnaissance aligné sur les valeurs de l'entreprise. Le deuxième, des processus RH qui intègrent les valeurs dès le départ dans le recrutement, mais aussi dans la façon dont on évalue les collaborateurs tout au long de la vie du collaborateur en entreprise. En 3, des rituels d'équipe qui renforcent ces valeurs et qui vraiment les mettent au centre des préoccupations. Et en 4, une communication, bien évidemment, constante et cohérente autour de ces valeurs. Bien trop souvent, j'entends un écart entre les valeurs affichées et appliquées, ce qui crée forcément une discordance et du coup un désengagement, une démotivation. Et puis en fait, on en vient à rire finalement de la propre entreprise dans laquelle on travaille. Par exemple, je vous parlerai de cet exemple client à qui on a demandé finalement, chaque collaborateur, quel est votre métier ? Il y en a un qui a répondu « je sauve des vies ». L'autre, moi j'organise des données. Et l'autre, moi j'évite et j'anticipe tous les problèmes par nos processus internes. Vous voyez que ces 3 réponses différentes. À votre avis, quel est le métier, quel est le domaine en fait dans lesquels ces 3 personnes travaillent ? Eh bien, ce sont les assurances. Vous voyez que la traduction n'est absolument pas la même. Je sauve des vies. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. J'organise des données. Je suis vraiment dans l'administratif. J'évite et j'anticipe tous les problèmes par nos processus. Les processus permettent finalement de traduire quelque chose qui est de l'ordre des valeurs extrêmement importantes pour cette personne-là, puisque elle évite, elle anticipe des problèmes. Ça m'amène ici donc à mon dernier point dans lequel je vais vous parler en fait de ce que j'ai vécu donc chez Amazon. Alors, lors de périodes de changement, qui est le lot commun finalement de la logistique, de l'innovation, de la transformation, j'ai dû guider plusieurs fois mes équipes à travers des eaux particulièrement troubles, il faut se le dire. Et en incarnant les valeurs de l'entreprise, c'est là que j'ai pu maintenir la motivation, la cohésion d'équipe et qui a permis aussi de trouver le discours pour surmonter les défis et atteindre nos objectifs. Donc j'estime que quoi qu'il ait pu se passer, même si les objectifs chiffrés n'étaient pas atteints, pour moi ils étaient atteints au sens du management et du leadership qui a été déployé à ce moment-là. Parmi les 5 piliers d'Amazon, alors vous retrouverez particulièrement, c'est assez documenté sur Internet, les principes du leadership chez Amazon. Donc on a en numéro 1 la Customer Obsession, donc c'est l'obsession client qui guide absolument toutes les actions au quotidien. Ce que souhaite le client, c'est la façon dont on doit se mettre en mouvement en interne pour satisfaire notre client. Mais il y avait des piliers qui étaient plus en interne au sens de la gestion d'équipe, notamment à travers le top 1 qui est la culture de la sécurité. Absolument rien ne pouvait être fait si la notion de sécurité, de presque accident, d'incident, d'accident, etc., n'était pas absolument sécurisée. Et vous pouviez vraiment donner tous les arguments du monde si ce critère-là n'était pas rempli, on recommence du début et on assure déjà ça.
Donc, quand on a à ce point, en fait, jusqu'au directeur, des personnes qui insistent et qui vous demandent des comptes, finalement, sur des notions d'analyse, de ce qu'on appelle de dive deep, c'est-à-dire d'aller creuser, creuser, creuser pour vraiment comprendre la cause racine de ce qui a pu être réalisé pour mener à cet incident, eh bien, en fait, on se creuse la tête. En fait, voilà. Et c'est toujours le rapport, en termes de leadership, entre l'exigence et la bienveillance. Je peux être bienveillant, mais je peux être aussi extrêmement exigeant, d'accord ? Et je peux être exigeant aussi, parfois, dans la non-bienveillance, quand on se prend un scud, etc., parce qu'on n'a pas la réponse. Bref. Donc, créer une culture de la sécurité, c'est absolument essentiel. Et quand tout ça guide les actions, et que toute la ligne managériale met un point d'honneur à garantir la sécurité, je peux vous assurer que dans les collaborateurs, à partir du moment où ils ont compris que ça c'était votre leitmotiv numéro 1, eh bien absolument rien n'est fait pour mettre à mal ce principe, tout simplement. Le deuxième principe, qui va correspondre du coup à quelque chose de l'ordre de la qualité. Une fois qu'on a garanti la sécurité de nos collaborateurs, eh bien, il y avait quelque chose qui s'appelait Know the Plan, Nail the Plan. Know the Plan, Nail the Plan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui ? Il fallait connaître ce qu'on devait réaliser dès le démarrage en fait de la journée, dès le démarrage du poste en fait de n'importe quel collaborateur. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on doit réaliser ? Qu'est-ce qu'on doit rattraper ? Quelles vont être les problématiques ? Et ça, on doit le savoir, le connaître dès le départ pour donner l'orientation, du sens au collaborateur et lui partager en toute transparence. À un moment donné, ça fait partie des valeurs, la transparence. En toute transparence, est-ce que tu vas avoir une journée, on va pas se mentir, difficile, ou est-ce qu'aujourd'hui, on est plutôt bien, on est plutôt... voilà, ça suit son cours, c'est plutôt fluide et puis on n'aura pas trop de problématiques. Une fois qu'on connaît les choses, nail the plan, ça veut dire il faut coller au plan. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a une production à faire, eh bien, 1 heure ou 2 heures après, il faut faire un point. Est-ce qu'on est en avance ? Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce qu'on est dans les clous ? Finalement, si vous avez démarré du Nord-Pas-de-Calais pour arriver à Montpellier, vous avez un certain nombre d'heures et vous le savez, des étapes, parcours, etc. Vous savez qu'il y a des pauses que vous allez prendre, mais peut-être que vous allez vous rendre compte au tiers que vous avez 1 heure de retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des bouchons, peut-être parce que vous n'avez pas roulé à l'allure que vous aviez prévue, en fait, finalement. Eh bien, c'est pareil pour l'entreprise. Est-ce que j'ai communiqué ce qui était à faire et comment je garantis que ce que j'avais dit que j'allais faire, eh bien, je vais réellement le réaliser. Et ensuite, il y avait quelque chose qui était intéressant puisque les 2 derniers principes, en fait, finalement, ça concerne improve your area et puis manage yourself. Ça veut dire quoi ? Eh bien, l'amélioration continue qui fait que, les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu, eh bien tout ça, ça sert à améliorer les processus. Il y a peut-être des situations que vous n'avez pas encore traversées qui vont vous permettre d'améliorer les process internes, et puis il y a peut-être des situations qui vont favoriser l'émergence d'une opportunité. C'est le mot crise en chinois qui peut être pris soit sous quelque chose de l'ordre de catastrophique, mais en chinois, ça veut dire opportunité. Donc, une fois que vous avez des problèmes, et c'est ce que fait au quotidien un manager finalement, c'est de traiter des problèmes, sinon il n'y aurait pas besoin d'avoir des managers quelque part. Les équipes seraient autonomes et pleinement complètes par elles-mêmes. Eh bien, il y avait cette notion d'amélioration et de traiter des problèmes, mais en toute sérénité. Pour être serein, manage yourself, justement c'est ça. C'est qu'on ne manage pas une équipe si on n'est pas soi-même en capacité de se manager. Et ça implique quoi ? Eh bien, ça implique tout ce que je fais au quotidien, d'amener les personnes à se connaître, se reconnaître pleinement et entièrement pour mieux comprendre, observer et gérer ses propres comportements avant, finalement, de chercher à analyser, observer et gérer l'autre. D'accord ? Si je ne suis pas parfaitement au fait de mes zones de lumière, de mes forces
mais aussi des choses qui vont un petit peu moins bien dans mon côté obscur finalement, je ne peux pas être au bon niveau. Donc vous voyez que sur cette notion des piliers finalement vraiment d'Amazon, eh bien on a quelque chose d'extrêmement fort et ces 5 points, je peux vous assurer qu'ils tournaient autour de notre quotidien. Ensuite, si je dois vous donner les principes de leadership que vous pouvez retrouver vous-même sur Amazon, eh bien oui, l'obsession client, c'est-à-dire que tous les points que je vais vous donner là, à la suite, je vais vous les lister, eh bien tout ça a été vérifié dès le recrutement. Les questions étaient posées en fonction de certains principes de leadership et du coup, on venait vérifier que le candidat en face de nous correspondait bien à la traduction en comportement, mais vraiment, de ce qu'on attendait d'un collaborateur en interne. On a donc l'obsession client. L'ownership, le fait, alors ça c'est un truc que j'ai du mal à traduire en français, mais l'ownership c'est le fait de prendre le point à bras le corps et d'être vraiment investi et engagé. Inventer et simplifier, de pas chercher à créer quelque chose d'ultra complexe, mais de toujours simplifier, d'avoir raison, c'est-à-dire d'être vraiment assuré et confiant dans son discours, d'apprendre en continu et d'être curieux de tout, d'engager, de recruter et de développer les meilleurs uniquement, d'insister sur les standards les plus élevés, de voir grand, d'être orienté sur l'action, d'être orienté sur la frugalité, autrement dit le fait d'aller chercher, pas les petites économies, mais à un moment donné, de ne pas gaspiller, d'accord ? Et de faire avec ce qu'on a. De gagner la confiance, d'aller creuser les données et de ne pas les prendre vraiment comme argent comptant. De savoir avoir un esprit constructif, critique, d'accord ? Et puis de donner du résultat. On peut avoir de beaux discours sans résultat en face, eh bien ça ne vaut pas grand-chose et ces principes-là étaient vraiment pris à bras-le-corps dès le départ. Donc pour conclure sur cet épisode, ce qui est à retenir pour moi, c'est que les valeurs constituent vraiment le socle sur lequel devrait se construire toute culture d'entreprise. Ici, on voit qu'une nouvelle étude de Harvard Business Review montre que plus on a une culture forte sur des valeurs claires, et plus les entreprises surpassent leurs concurrents de 20% en termes de performance financière. Donc transformer, donner du sens, oser accompagner et jusqu'au bout, c'est la vraie différence en fait d'une entreprise lambda et d'une entreprise à potentiel. Cette approche du management par les valeurs, elle met l'accent sur l'aspect pratique, mesurable, tout en restant accessible et applicable finalement à n'importe quelle taille d'entreprise. Et elle montre comment les valeurs peuvent être bien plus qu'un simple exercice de communication, un jeu avec des cartes, mais aussi devenir un vrai levier de performance et d'engagement. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire ou à venir me parler en message privé. Ça aide dans tous les cas à le faire connaître et à le développer. Parlez-en autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, eh bien, contactez-moi. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!